Si déjà l'agriculture se préoccupait de nourrir les gens de son territoire, ça serait déjà une base solide avant de penser à toujours vouloir produire pour produire et exporter. Être face à une copropriété, alors ça c'est vrai que c'est pas du tout dans l'esprit agricole les gens sont plus dans l'aspect individuel quoi, et même individualiste. Nous sommes Cathy et Hervé Trimoureux, donc on est fermiers du GFA de la Terre Très Solidaire, donc paysans sur les terres que possède le GFA et voilà, on est locataire du GFA. Nous cherchions une ferme pour nous installer. Nous avons échoué sur un projet sur lequel on avait pas mal bossé, à côté de Redon, à Aller. Et on nous a proposé cette ferme, qui était toute en vente. Et nous cherchions une ferme en location. Donc le problème se posait, enfin c'était une proposition qui nous intéressait au niveau de la taille de ferme, de la situation, du fait qu'il y ait un quota laitier, enfin voilà. Mais il y avait cette problématique de l'achat en totalité. On a même d'ailleurs discuté avec la propriétaire de l'époque pour louer les terres et essayer de lui expliquer que c'était important pour nous parce qu'autrement on ne pouvait pas s'installer et tout ça. Et quand elle a décidé de tout vendre à la SAFER, de tout remettre dans les mains de la SAFER, et ben, c'est là que la conseillère juridique de la Chambre, Marie-Josée Vandal, nous a dit mais pourquoi vous n'essayeriez pas de constituer un groupement foncier agricole? Donc on ne connaissait pas trop. Alors un GFA mutuel, c'est une société juridique qui est montée entre citoyens, on va dire, entre gens qui n'ont pas de liens familiaux, mais qui s'organisent ensemble pour devenir copropriétaires. Quand on restitue les choses, il se trouve qu'effectivement, nous, c'est ce qui nous a permis de nous installer, avec d'autres en 1997, que depuis ça a essaimé, mais c'est important toujours de restituer les choses. En fait, on est co-responsable ici. Et c'est bien une copropriété et c'est un engagement citoyen, ça contribue à l'économie sociale et solidaire, on en parle de plus en plus, mais c'est vrai qu'ensemble on vit ça depuis un certain temps déjà. Voilà. Donc tout de suite on s'est mis à réfléchir là-dessus, expliquer en fait en quoi constitue un GFA, comment ça fonctionnait, donc on a fallu scoltiner en fait tout cela, et puis lancer l'appel. Donc on a fait un document de 4 pages, qu'on a balancé en fait à 300 personnes dans nos réseaux. Les parts étaient de 100 francs à l'époque, et donc il y a des associés qui ont pris une part et d'autres qui ont pris beaucoup plus de parts. Et on a réuni donc pour la création du GFA un capital de 620 000 francs à l'époque pour l'achat des terres. Et donc nous en fait les paysans on est devenus propriétaires des bâtiments. On a démarré à 172 associés. On s'est quand même rendu compte assez rapidement que la gestion était assez lourde. À l'époque, il y avait pas encore Internet et les mails et tout ça. Donc dès qu'il y avait des courriers à faire et tout ça, on se rendait compte que les charges pour un associé qui avait qu'une part, par exemple, ou 2 parts ou même 5 parts, et ben, les charges étaient vachement lourdes, quoi, rapportées au nombre de parts qui étaient concernées. Donc lors de la première AG de mouvement de parts, c'est-à-dire où les associés peuvent faire le choix de vendre leurs parts ou d'en acheter de nouvelles, enfin, ainsi de suite, on a incité ce qu'on a appelé les petits porteurs, comme on peut dire à la bourse, à céder leurs parts pour essayer de concentrer un peu plus le nombre d'associés. À l'installation, on a monté un élevage de vaches laitières, 20 vaches laitières avec un système herbagé et en fait avec l'idée de valoriser le lait en le transformant et en vendant en direct. On est parti sur le fait de transformer une bonne partie du lait avec l'idée quand même d'avoir un quota laitier en laiterie parce qu'en fait dès le départ on avait l'idée de ne pas de s'arrêter, de prendre des vacances. Et que du coup, le fait de pouvoir livrer le lait à la laiterie, c'était pouvoir fermer nos ateliers de transformation et d'arrêter de commercialiser certaines périodes de l'année pour se reposer, aller voir autre chose. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, il y a à peu près 10% de la production de lait entier qui part à la laiterie et tout le reste est transformé. Et ces 10%-là, en fait, correspond à peu près aux 10% de temps qu'on peut être en vacances. Donc on a démarré en fait dans notre gamme fromagerie avec 7 produits. Et puis en fait,
Au bout d'1 an et demi de fonctionnement de la fromagerie, on a commencé à transformer fin 99 et fin 2001, on s'est rendu compte qu'on avait des difficultés quand même à atteindre un chiffre d'affaires qui suffisant pour rembourser en fait, pour pouvoir dégager du revenu et tout ça. Et il fallait vraiment qu'on trouve des solutions. Donc il y a eu un débat au sein de la structure ici sur qu'est-ce qu'on peut faire pour développer le chiffre d'affaires. La question s'est posée à l'époque en maintenant la gamme de produits que l'on faisait, d'aller démarcher par exemple des supermarchés locaux. En fait, à un moment, on a plutôt fait le choix d'élargir la gamme en se disant on aura une gamme, en ayant une gamme plus large et en gardant nos systèmes de vente qui sont plus directs et en ne mettant pas entre guillemets le doigt dans l'engrenage de la grande distribution qu'on dénonçait à notre installation. Voilà. Donc en 2002, on a lancé une activité d'écrémage, fabrication de beurre, de crème, de lait ribot, de fromage blanc allégé, 0%. Et en fait, ces produits-là, notamment le beurre, qui est vraiment un produit d'appel en Bretagne, ça a été l'essor de la fromagerie, puisque en fait, en 2-3 ans, on a atteint l'objectif de chiffre d'affaires que l'on s'était donné à l'époque. Et dans le même temps, on a créé un emploi supplémentaire sur la ferme, puisque à partir de 2001, on a eu une apprentie jusqu'en 2006, et à partir de 2006, on a eu carrément un poste de salarié plein temps. Et donc on a aussi une activité autour du blé, de la farine et du pain, voilà, qu'on propose 2 fois par semaine. Pain biologique ou levain naturel. Farine de blé noir depuis cette année. Depuis le départ, nous on a fait le choix d'être en ce qu'on appelle en filière courte, c'est-à-dire de tout maîtriser. Et donc on travaille depuis des années sur des variétés de blé anciens pour préserver la biodiversité, mais aussi pour éviter les dérives aujourd'hui de la culture moderne en fait, où on obtient des variétés très très fortes en gluten, mais ils ne se conservent plus, et puis surtout ils développent des allergies relativement importantes dans une partie de la population. Donc on travaille avec des variétés anciennes qu'on trie et qu'on recèle dans nos champs. C'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant de l'industrie semencière et on se préserve aussi des dérives des OGM. La meunerie, c'est un moulin à meule de pierre qui préserve toutes les vitamines, tous les oligo-éléments de la farine. Et ça, c'est vraiment important pour faire du pain qui soit une nourriture et non pas un support. On travaille comme autrefois où en fait, dans les villages, on faisait le pain 1 fois la semaine et on le conservait dans les maisons pour la semaine. Donc là, c'est le même esprit, c'est-à-dire que c'est un pain qui ne se jette pas. On le consomme jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Très rapidement, on a souhaité que les consommateurs soient complètement autonomes. Donc, lorsque leur commande est passée, ils passent le jeudi soir ou le vendredi soir à la ferme. Si on est par là, on a presque plus de temps pour discuter parce qu'on n'est pas dans l'acte de vente, on est plus dans un acte, dans un échange, puisque en fait la partie vente elle est déjà réglée entre guillemets. Et puis si on est en chantier sur la ferme ou si on doit s'absenter, voilà, ça fonctionne, ça tourne du moment que les produits soient prêts et tout ça. Et puis depuis l'an dernier, on a un site de commande en ligne avec une quinzaine de fermes sur le pays, dont 9 fermes avec des paysans avec qui on est associé. Donc les Taberouettes. On a travaillé longtemps seul en tant que paysan bio faisant de la vente directe sur le pays. Et là, c'est vraiment que du bonheur de travailler avec des collègues qui sont dans la même réalité que nous. Et ça crée plein de solidarité par ailleurs et ça rend un réel service. Il faut qu'on travaille encore sur la communication, il faut encore qu'on sorte des gens du supermarché. Mais pour l'instant, on est content. Aujourd'hui, on se dirait, mais c'est pas possible de faire autrement que de bosser ensemble, les paysans, pour échanger quand on a besoin de trucs. Celle qui a un point de vente chez elle, elle se dit, je vais aller au marché chercher les produits de tous mes collègues producteurs qui sont sur le marché, comme ça je vais gagner du temps. Et en même temps, du coup, tu te rends compte que ça devient une petite plateforme. C'est un lieu, on va discuter des problèmes, on parle de tel truc, et du coup, on se retrouve encore l'après-midi, on avance, et puis très rapidement, il y a plein de choses qui avancent. Ça nous donne des solutions. Les gens ils peuvent nous retrouver sur les marchés de Pleyhermel et Josselin,
le vendredi et le samedi. Et puis, on a un petit peu de vente dans des réseaux de consommateurs. C'est des dépôts qui tournent dans les familles chaque semaine avec un planning. Et c'est aussi des réseaux relativement proches puisque un certain nombre de consommateurs de ces réseaux sont des associés du GFA. Donc c'est aussi le trait d'union avec la propriété et tout ça. Quand on s'est installé, il n'y avait qu'un associé qui était issu du canton de Josselin. Aujourd'hui, en fait, dans le GFA, il y a un tiers des associés qui sont des gens, des habitants du pays de Pleurmel, et puis qui, pour la plupart, sont des consommateurs de produits issus de la ferme, quoi. Ce qui n'était pas le cas quand même à l'origine. Aujourd'hui, en 2014, nous sommes 112, je crois. Et donc nous sommes locataires. Nous versons un fermage tous les ans à la copropriété. Chaque année, le GFA génère des bénéfices liés en fait au fermage que nous, en tant que paysans, on paye. Avec ce fermage, en fait, le GFA règle les impôts, la taxe de remembrement, et puis tout ce qui est gestion administrative, un peu d'affranchissement, des enveloppes, voilà. Et en fait, le bénéfice qui est généré, en fait, il appartient aux associés. Cet argent-là leur appartient, ce qui n'a pas toujours été évident à comprendre pour les gens. Pour certains, ils avaient fait un don. Or non, c'est pas un don, c'est vraiment un placement éthique dans une structure collective. Voilà, au-delà des banques. Aujourd'hui, en Bretagne, on accompagne à peu près, 25 GFA mutuelles, qui sont répartis sur toute la Bretagne. Là, dans un rayon de 40 km, moi j'en vois 3-4 là qui sont actuellement en cours de constitution, qui ont été constitués le mois dernier ou le mois d'avant. Enfin, c'est un outil financier qui est de plus en plus sollicité, notamment par des jeunes qui sont non issus du milieu agricole. Voilà. Et aujourd'hui, les banques sont de plus en plus frileuses vis-à-vis de ce genre de projet. Voilà, donc c'est un outil qui peut permettre aussi à des paysans de s'installer. Sachant qu'en bio, par exemple, c'est plus de la moitié des projets qui sont des gens non issus du milieu agricole. Donc qui, en fait, démarrent avec pas de foncier. Et c'est vraiment c'est le premier frein à l'installation. Il y a des porteurs de projets, mais qui ont des soucis fonciers. Et c'est vrai que c'est vraiment un outil intéressant par rapport à ça. Quand les gens se sont impliqués en 97, je pense qu'il y en avait un certain nombre qui était dans l'idée que nous, en tant que paysans, progressivement, on allait racheter les parts et en fait retomber dans le même modèle de nos collègues à côté, où en fait, on a un certain nombre de collègues qui passent une bonne partie de leur carrière à payer les terres sur lesquelles ils travaillent, et puis, arrivé au terme de leur carrière, la question se repose. Et aujourd'hui, on a vraiment réellement conscience que c'est pas normal que chaque génération soit obligée de racheter la terre à la génération précédente. C'est quelque part une aberration. Parce que la terre, c'est un bien commun et ça devrait être transmis. On devrait le transmettre à ceux qui en ont besoin derrière. Enfin, c'est peut-être un peu utopiste ce que je dis, mais pourtant, si on regarde bien de manière intrinsèque le fonctionnement. Aujourd'hui, la terre, c'est vraiment un outil pour produire une alimentation pour les animaux et les hommes, et ça ne devrait pas être marchandisé comme ça. Nous, ça ne nous intéresse pas d'être propriétaire, et en plus, on trouve que ça a vachement plus d'enjeux, que ce soit porté collectivement la question des terres en fait agricoles. Et d'ailleurs, on pourrait l'imaginer au niveau d'un territoire, de devenir, que tout un territoire devienne propriété collective, parce qu'en fait, du coup, ça fait que les citoyens, ils s'impliquent complètement dans le type d'agriculture qu'ils veulent derrière. Et ça peut être intéressant. Il y a un collectif on est 6 gérants, donc nous, dès qu'on a des questions autour du foncier, l'aménagement foncier, tout ça, on s'adresse aux 6 gérants, et puis si ça concerne quelque chose de plus important, on en réfère à l'Assemblée Générale, et donc au questionnement des associés du GFA, mais qui du coup aussi se réapproprient des questions qu'ils n'auraient pas spécialement autrement. L'aménagement foncier, c'est refaire des haies bocagères, c'est se préoccuper des chemins d'exploitation, c'est le type d'agriculture qu'on va mener sur les terres, c'est tout ça. Et voilà, tous des questionnements qui, au lieu d'être portés par deux acteurs qui seraient le locataire et le propriétaire, sont portés par tout plein d'acteurs, puisque en fait le propriétaire
il est multiple, quoi. Et il est citoyen, en fait. Il y a un rapport à la propriété de la part des associés qui n'est pas du tout le même que d'un propriétaire terrien, autrement, qui a ses fermiers, en fait, quoi. C'est pas la même chose. Ce que j'ai trouvé intéressant depuis que je suis retraité, c'est qu'on est dans le service. Voilà. Moi, j'ai eu d'autres raisons de vivre en participant à la retraite. Parce que dans la société d'aujourd'hui, il y a un proverbe africain d'ailleurs que je trouve intéressant. Il dit qu'un arbre mort qui tombe, il fait du bruit. Mais la forêt qui pousse, on ne l'entend pas. En tout cas, le GFA, c'est une partie de la forêt qui pousse et qui va grandir. C'est une manière de relier le citoyen à l'agriculture aussi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, dans la société, tout est parcellisé. Il y a des murs entre chaque... Et c'est une manière pour aussi, les gens qui sont loin de l'agriculture, enfin en tout cas qui dans leur métier ne sont pas du tout dans ce domaine-là, d'avoir des clés de compréhension et d'être investis à part entière. C'est vraiment très important que ça continue dans ce sens-là parce que, mine de rien, ça fait bouger l'univers agricole, quoi. Et pas que agricole. Ça recrée des liens entre des univers qui ne se comprenaient plus.